Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Ravi de vous retrouver pour les grands débats de l'été. On est ensemble au moins jusqu'à midi en compagnie de Mathieu Bachalone, communicant, président de M2B Conseil. Bonjour. Bonjour Maxime, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Lucas Moulard, influenceur politique. Bonjour. Bonjour. Jonas Haddad, avocat, vice-président de la région Normandie, porte-parole adjoint des Républicains. Bonjour mon cher Jonas. Bonjour. Et Mehdi Reich, analyste politique, à qui j'ai eu la délicatesse tout à l'heure de faire remarquer que je le voyais plus que mon colocataire. Donc merci, vraiment, Maxime. je soupçonne un endroit dans la rédaction de Sud Radio où il y a un petit lit de camp en réalité. Merci beaucoup d'être avec nous au sommaire. Oui, c'est ça. Si vous pouviez penser à retirer vos chaussettes en réalité de la machine, ce serait vraiment super. Au sommaire de ces débats, et j'attends vos commentaires au 0826 300 300. Faut-il dire bravo à François Bayrou, Premier ministre? Parce que quand on regarde un peu froidement les choses, le compte y est. 43,8 milliards d'économies. On a tapé un peu sur les retraités. On a serré un peu la ceinture de l'État. On a supprimé des jours fériés. On va un peu chercher d'argent du côté des malades. Bref, il a tapé là où il pouvait taper, le Premier ministre. Est-ce que quand la France est au bord du gouffre, comme il l'a dit à plusieurs reprises, et qu'on doit franchir des Himalayas, il n'y a pas un moment où, bien sûr, on passe par des moments désagréables? Peut-être. Et puis, deuxième question aussi, est-ce que vous êtes convaincu par cette histoire de forfait de 2 000 €? Peut-être êtes-vous à la retraite parmi ceux qui nous écoutent sur Sud Radio. Certains disent, bon, en réalité, on avait le fameux abattement de 10%. C'était lié aux frais professionnels, abattement fiscal sur l'impôt sur le revenu. Là, le Premier ministre a dit ça, cet avantage, et c'est fini. Bon, par contre, on va vous en remettre un autre. Ce sera un forfait de 2 000 €, a-t-il fait préciser par l'intermédiaire du ministre de l'économie, Éric Lombard, sur France 2 hier soir. Est-ce que vous êtes convaincu pour ce principe ou au contraire? Au contraire, pour vous, bien sûr que non, les retraités sont totalement exploités et écrasés par ce budget, c'est totalement scandaleux. Et dans les derniers débats, bien sûr, il y a l'écologiste Sandrine Rousseau. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Sandrine Rousseau et on s'est dit qu'en plein milieu de l'été, il ne fallait pas perdre les bonnes habitudes. Et donc, elle a eu ce propos. Bien sûr, après le barbecue, exactement. Elle a dit que c'était le bon moment de lier les deux sujets. Jonas Haddad. Et elle a eu ce propos sur un plateau de télévision qui disait, bon, en réalité, vous allez voir, la rentabilité des agriculteurs, j'en ai rien à taper. Parce que quand il s'agit de la vie des gens et quand il s'agit de la santé et de ne pas avoir de cancer, la rentabilité, on s'en fout. Ce sera l'occasion de débattre. Vous connaissez le numéro 0826 300 300, réseaux sociaux et l'application Sud Radio. Messieurs, par quoi on commence? On va commencer par François Bayrou. Tout le monde commente. Faut-il saluer le soldat, peut-être, François Bayrou, parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est vrai que en réalité, les ministères ne vont pas devoir dépenser davantage. On a une réduction on va dire de la dette, 4,1% l'année prochaine, 3,4% l'année suivante, 2,8% en 2019 sur la réduction du déficit, pardon. Non-remplacement d'un fonctionnaire sur 3. Les opérateurs d'État, visiblement, à qui on va mettre quand même des petits taquets. La suppression des jours fériés, l'année blanche, bref, tout le monde est servi. Jonas Haddad, même vous. Alors, ce plan a le mérite de chercher des solutions. C'est exactement ce que dit Laurent Wauquiez. Voilà, c'est bien, on est aligné. En revanche, je pense qu'il y a des choses à compléter. Et je le disais ça hier soir, et ça c'est moi, c'est pas Wauquiez, sur BFM TV. La réalité, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas entendu hier. C'est une personne qui, elle, n'a pas été mise à contribution réellement, c'est l'État lui-même. C'est en gros, si on oblige l'intégralité des pans de la société française à une cure de rigueur, je n'ai pas entendu hier de réforme structurelle sur les dépenses de l'État. Alors évidemment, on dit, on va geler avec l'année blanche. En gros, c'est on va stopper la suppression des 3 000 emplois publics, le non-remplacement des fonctionnaires, la suppression des agences. C'est un peu, on dégraisse un peu l'État. C'est pas structurel, mais que 3 000. Vous avez conscience que 3 000 fonctionnaires, c'est un début. Oui, mais c'est strictement rien. C'est-à-dire que c'est même pas ce qu'il y a, à mon avis, au service com de la mairie de Paris, avec Hidalgo. Donc la réalité, c'est que ce que je veux dire, c'est que il y a des trous dans cette raquette pour l'instant, mais le mérite, c'est que la raquette existe. Deuxième trou dans la raquette, c'est l'immigration. Moi, j'ai entendu beaucoup de réactions hier de gens qui nous disent, nous, fondamentalement, ça ne nous dérange pas tant que ça de devoir potentiellement travailler davantage. Je rappelle qu'en France, on travaille moins que dans la plupart des pays européens. On est le dernier pays en termes de volume de travail. En revanche, ce dont on n'a pas envie, c'est que ça serve à continuer à payer pour des personnes qui sont souvent improductives ou alors qui bénéficient d'allocations qui sont plus avantageuses que les Français. Et je peux vous redonner l'exemple souvent qu'on donne, notamment de l'AME, où des immigrés qui sont en situation clandestine, irréguliers, sont mieux remboursés
que les Français qui travaillent. Donc, si vous voulez, il y a ces deux impensés pour l'instant, la réforme structurelle de l'État et l'immigration, mais en attendant, ça va plutôt dans la bonne direction. Et par rapport à l'AME, il y a eu un rapport du Sénat sur le sujet et on sera avec justement le rapporteur de ce rapport demain à partir de 12h30 précisément parce que c'est un sujet qui est au cœur des préoccupations. Mathieu Bachelon, vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Il a raison, Jonas Haddad, en disant en réalité, c'est pas structurel et en plus, il y a plein de points qu'on n'a pas tapé. Ce serait trop long et trop désagréable pour les auditeurs que si je devais reprendre tous les arguments de Jonas pour les contrer. Non, juste, je voulais faire une petite remarque, deux choses. Déjà, une remarque sur la forme. Alors, on va dire, la forme, c'est anecdotique, mais vous savez, Victor Hugo disait que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Moi, j'étais très gêné par cette mise en scène, on va le dire, assez grotesque. J'ai trouvé assez grotesque. Notamment, je sais pas si vous avez vu, oui, c'était le moment de vérité. Oui. Donc c'était à la fois écrit sur le pupitre, c'était écrit en énorme sur le mur qui était derrière François Bayrou, et il y avait un côté assez ridicule. Déjà sur le côté, en communication, on essaie de trouver des éléments de langage, mais là c'est le niveau au-dessus, c'est-à-dire qu'ils ont clairement trouvé un thème, ils l'ont affiché en gros, donc le thème c'est le moment de vérité, et ce que se disait Mehdi hors antenne, c'est si c'est un moment de vérité, ça veut dire qu'avant on ne disait pas la vérité. Donc je trouve que d'un point de vue de communication, il fallait frapper un peu plus fort, tout le monde sait, dans l'entourage du Premier ministre, on le dit, en disant il y a eu plusieurs moments, là c'était vraiment l'événement fonctionnait pas très bien, surtout qu'en plus on a bien vu que ça faisait écho, ils ont essayé de le raccrocher aux annonces du président de la République sur le côté on est en guerre, il faut doter, vous vous souvenez, sa prise de parole aux armées, machin, donc il y avait un enchaînement comme ça. Sur le fond, après, il y a juste quelque chose qui va s'imposer, c'est que je rappelle quand même que la majorité, François Bayrou n'a pas de majorité. Ça, il a bien précisé hier, on l'a bien compris. Pour mettre en place ce plan. Donc on peut faire tous les plans, tous les moments de vérité et tous les plans les plus ambitieux qu'on veut. Premièrement, il n'y a pas de majorité. Et deuxièmement, rappeler que les Français n'ont pas voté pour ça. Les Français n'ont pas voté pour ce plan-là. Alors, vous allez me dire, évidemment, ils ont voté pour on va développer il n'y a pas de majorité. Lucas Wouller, influenceur politique, sur la prise de parole de François Bayrou hier. D'un côté, il n'y a pas le fond, nous dit Jonas Haddad. De l'autre, Mathieu nous dit, de toute façon, la forme, c'était catastrophique. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que tout était catastrophique. Tout simplement. Alors, la forme, le fond, il n'y a rien qui va. Notamment, effectivement, on a un problème de réforme structurelle. C'est un pansement, c'est pas une réforme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va parler de l'année blanche. Donc, on gèle les problématiques pendant un an, mais un an après, le budget de 2027, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc on est toujours à un problème de dépenses publiques. Par exemple, on est à plus de 57% du PIB de dépenses publiques. 58. Comment 58, merci. On n'est plus 1% près de toute façon. On n'est plus 1% près, donc, de toute façon. Ça, quand est-ce qu'on le corrige ? L'année blanche, c'est précédé par François Bayrou. Ça a pour objectif quand même de faire économiser 7,1 milliards. Donc si on ne le fait qu'un an, en effet, qu'on ne peut pas le reconduire, c'est un énorme poste de réduction de la dépense qui est problématique. Parce que ça veut dire qu'on doit retrouver après plus de 7 milliards. Oui, effectivement, mais je pense qu'il faut réduire les dépenses de manière générale, donc c'est pas un souci. Moi, le problème, c'est pas la réduction des dépenses, parce qu'il faut réduire les dépenses, mais c'est plutôt le manque de vision, en fait. Moi, j'appelle pas ça du courage. On gère une crise de liquidité, mais pas une vision il n'y a pas de réforme long terme. Notamment aussi la question des éléments de langage. On peut parler de la forme. Quand tu parles du camembert, en disant parce qu'il veut enlever 2 jours fériés. Le gruyère. Le gruyère. Parce que le camembert, c'est pas troué, c'est normand. Ah oui, le gruyère, effectivement, quand tu parles de gruyère. De normand. Donc... Et qui nous explique qu'il y a plein de trous au mois de mai et que du coup, les Français, ils attendent ça pour avoir des congés, des week-ends prolongés, etc. Moi, je pense que déjà, il est pas très audible. Ça fait moi, j'ai 25 ans, vous savez. Ça fait plus de 40 ans que Monsieur Bayrou, il est politicien. On l'a pas vu faire grand-chose. Il donne des leçons de morale aux Français et aux travailleurs en l'expliquant que à des gens qui parfois ont des métiers difficiles, qui n'arrivent plus à vivre de leur travail, que ils veulent un petit week-end prolongé et qu'il faut leur retirer ce week-end prolongé. Honnêtement, c'est absolument pas audible. Mehdi Reich. Oui, très rapidement. Il y a quand même une certaine forme de courage, je veux dire d'audace. Parce que j'ai l'impression qu'hier, on a enfin un politique a mis le doigt sur la situation catastrophique budgétaire de la France. À cet effet-là, je pense que c'est un suicide politique. Mais au moins, il a le mérite de se suicider politiquement avec les règles de l'art. Effectivement, en termes de communication, c'est, je pense, assez catastrophique. C'est ce que tu disais. En revanche, là où, pour moi, on est peut-être en train de discuter d'une chimère, c'est que la réalité politique et la réalité de l'Assemblée nationale et du véritable pouvoir qu'a le gouvernement et qu'a François Bayrou, on va vite être rattrapé par ça. Donc, à mon sens, ça pour moi, ce sont des annonces. Effectivement, il n'y a pas pour moi de réforme structurelle, on ne sait pas trop où on va.
Mais la réalité pour politique. défendre franchement François Bayrou, parce que sans rire. J'ai dit qu'il était Moi courageux. j'adore. Non, On a c'est- été non, c'est pas- mettre au corps des déficits, on n'en peut plus. Je veux dire, on perd notre influence à peu près partout. Alors je parle même pas de notre place dans l'Union européenne. On a quand même un Premier ministre, alors même si tout n'est pas parfait, qui a le mérite en effet de poser C'est ce que j'ai dit, hein. des solutions sur la table. Et je vous pose cette question, faut-il saluer le courage de François Bayrou? Moi je vous le dis, mesdames, messieurs, oui. Prenons ce risque. 0826 300 300, réseaux sociaux et applications de Sud Radio. On revient dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. On est encore ensemble pendant 1 heure pour affronter l'actualité du jour, toujours en compagnie de Mathieu Bacchialone, communicant, président de M2B Conseil, Lucas Moulard, influenceur politique, Jonas Haddad, avocat, vice-président de la région Normandie, porte-parole adjoint des Républicains, et Mehdi Reich, analyste politique. On était en train de se poser la question, est-ce qu'au bout d'un moment, même nous, petits Français, pour redresser le navire France, est-ce que nous ne devons pas saluer le courage du capitaine François Bayrou? Bon, autour de la table, c'était un peu positif, c'était un peu négatif en disant le fond, c'était pas ça, mais alors la forme, on n'en parle même plus. Est-ce qu'on ne doit pas quand même, quand on est un politique, Jonas Haddad, au moins lui reconnaître le fait d'avoir vraiment, je veux dire, et courageusement, franchement, posé de vrais sujets sur la table, ou pardon, quelqu'un comme Michel Barnier dans votre camp n'avait pas eu ce courage-là? Pardon de vous contredire, mais Michel Barnier a sauté parce que le RN ne voulait pas désindexer les retraites. Oui, pardon. Alors, Donc, excusez-moi, donc, Laurent si. Wauquiez qui allait aux 20h pour si. se féliciter de ce refus, peut-être pas exagérer sur ça. Oui, mais bon, pour vous dire qu'en fait, c'est une conviction qui est partagée avec Bayrou, et que la deuxième chose, moi, quand j'entends des gens hurler comme si c'était la pire cure d'austérité possible, je rappelle que l'objectif de ce plan, il est unique, c'est éviter que la dette n'explose. C'est même pas de réduire la dette. C'est-à-dire que si on ne faisait pas un plan de réduction de nos dépenses, comme c'est le cas, comme ce que ça a été présenté hier, le FMI a fait une alerte la semaine dernière. Notre note a été dégradée à AA. Et enfin, troisième point, nous empruntons aujourd'hui au même taux que la Grèce, voire parfois un taux qui est plus important. C'est-à-dire que d'ores et déjà, les marchés qui nous prêtent l'argent pour pouvoir financer un certain nombre de nos dépenses publiques ne croient plus dans notre capacité à nous redresser. Donc il était évident qu'il fallait faire quelque chose. La question du comment va arriver, bien sûr, c'est l'objectif d'un Parlement. Et sinon, le gouvernement peut décider de tout seul. Mais en tout cas, le cap était nécessaire. Parce que 0826 300 300, j'attends vos commentaires et votre participation à cette discussion sur les réseaux sociaux. Évidemment que la prise de parole de François Bayrou a énervé et a ulcéré énormément de gens, notamment les jours fériés. Les jours fériés étaient quand même un symbole visiblement à ne pas toucher. Le Boulet sur Twitter qui nous dit s'il avait une once de courage, il aurait démissionné depuis bien longtemps, tant sa présence à la tête du pays ne peut nous engager à rien. Le Bourbonnais nous dit aucun courage à écraser les pauvres, les faibles et les malades, en même temps continuer à exonérer les riches de véritable courage financier, aucun courage au fond, ni oubli, ni pardon, aucun courage, ça va vous rejoindre mon cher Jonas, aucun courage, aucune réforme de structure. Et Balthazar qui nous dit mais il n'y a même pas un mot sur l'immigration, ni un mot convaincant sur les fameux comités Théodule, ni sur la contribution honteuse à l'Union européenne. En réalité, les vrais dossiers ne sont pas sur la table. Est-ce que vous trouvez vraiment autour de la table, je me tourne vers vous Lucas, est-ce que autour de la table vous pensez qu'il y a des sujets importants que le Premier ministre n'a pas eu le courage de mettre sur le devant de la scène? Alors, moi, je comprends l'incompréhension des Français, effectivement. Sur les jours fériés, par exemple, ouais, ou sur le remboursement des maladies, sur de certains médicaments. Et aussi, je pense qu'il y a plein de réformes qu'on pourrait faire, qui demandent un peu plus de courage, qui ne sont pas faites. Lesquelles, par exemple? Aujourd'hui, on est dans un mixte en France entre social-étatisme et capitalisme de connivence. Par exemple, on est à 211 milliards de subventions de crédit à l'impôt sur les grandes entreprises, des multinationales. Comment comprendre à des Français, des travailleurs de classe populaire, on leur dit pour économiser 4 milliards, on vous enlève 2 jours fériés, mais par contre, on donne encore 211 milliards à des grandes entreprises. Ou par exemple, on pourrait avoir sur la question des minima sociaux, on pourrait faire une réforme. Par exemple, moi, je comprends pas que des jeunes à 28 ans soient au RSA. On pourrait, par exemple, supprimer le RSA pour les jeunes de moins de 35 ans. Ça fait des économies de 4 à 5 milliards. Mais ça, on n'en parle pas parce que ça demande un peu plus de courage. Donc quand on a un mix de minima sociaux qui détruisent la compétitivité, l'économie et qui augmentent les dépenses publiques, avec un mix de capitalisme de connivence où on subventionne encore des multinationales qui n'en ont pas besoin et qu'on demande aux travailleurs de faire des efforts, je comprends qu'on
on se pose des questions. Les fameux 211 milliards, c'est le chiffre issu du rapport sénatorial. On en a discuté avec son rapporteur qui est fait Fabien Gay. Il faut néanmoins préciser que c'est beaucoup plus complexe, notamment parce qu'il y a 75 milliards où c'était non pas des déductions fiscales, mais ça fait partie des déductions de charges pour que le modèle social soit plus accessoirement un peu plus facile à financer. Et il y a des chiffres dedans, et j'en avais discuté avec le rapporteur de la commission, c'est quand même 250 millions potentiellement qu'on donne à LVMH, mais ils payent 6 milliards d'impôts en France. Non, mais donc peut-être que ça, c'est des éléments sur lesquels... il faut arrêter avec ça. Pardon, je suis souvent d'accord avec ce que vous dites, mais là, le rapport en question, c'est un rapport d'un sénateur communiste qui, dans sa déclinaison, explique qu'il y a 211 milliards d'aides aux entreprises. La question n'est pas de savoir combien les entreprises ont récupéré. D'abord, c'est quelle entreprise. Donc la plupart sont... Là, c'était les plus grandes. Non, c'est pas vrai. Ce rapport-là, bien sûr que si. Bien sûr que si, c'était... il y avait un truc de chiffre d'affaires, je crois que c'est 400 millions de chiffre d'affaires, donc c'était pas les petites TPE, PME, c'était l'objet de cette commission. Mais si on prend un exemple d'une entreprise qui a fait 400 millions de chiffre d'affaires et qui a une rentabilité qui est de 1 ou 2%, ce qui est le cas dans les industriels, ce sont des petites entreprises qui génèrent peu de dividendes pour leurs patrons. Deuxièmement, et j'insisterai là-dessus, on a un problème de culture économique dans ce pays, parce que en fait, oui, il y a des aides comme le CICE, la jeune entreprise innovante ou le crédit impôt recherche. Mais d'un autre côté, c'est le complément de tout ce qu'on met en fiscalité, beaucoup plus que dans les autres pays. Les entreprises françaises sont les plus fiscalisées d'Europe. Donc en fait, quand on te prend beaucoup d'impôts, c'est pas étonnant que de temps en temps, on te mette des incitations. Sachant que je confirme, le rapport c'était sur les aides publiques octroyées aux grandes entreprises, c'est-à-dire plus de 1000 salariés et 450 millions de chiffre d'affaires au niveau mondial. Donc c'était pas sur les petites TPE. Différence qu'on voit par exemple avec les Allemands qui ont, alors peu ou prou, une santé économique qui n'est pas toujours aussi optimale, mais qui ont un peu mieux quand même une force que nous n'avons pas, puisque vous parliez, Maxime, des TPE et des PME. La force de l'Allemagne, c'est d'avoir des TPE PME qui sont capables d'aller à l'international et qui sont capables d'avoir un chiffre d'affaires conséquent. Le sujet, il est aussi sur le financement de l'économie réelle, c'est-à-dire que comment on fait pour que, sans tomber dans le dogmatisme, d'un côté, effectivement, de dire les chefs d'entreprise et les entreprises sont tous des pourris, il faut pas leur donner d'argent, et de l'autre côté, de dire oui, mais il faut absolument financer les grands groupes, machin et tout. Il y a quand même le côté de financer l'économie réelle pour permettre à les entreprises qui permettent d'avoir un tissu économique, et c'est là où on peut être aussi se dire qu'il faut donner envie aux gens quand même, parce que les annonces du capitaine Bayrou, qui moi a l'impression d'être plutôt un chef comptable avec sa règle pour annoncer les chiffres et aussi pour taper sur les doigts, ça ne donne pas envie aux gens. Un pays, pour qu'il aille de l'avant, pour qu'il produise, pour qu'il travaille, il faut quand même donner un peu envie. Mais voyons voir si ça a donné envie. Il faut qu'il y ait un tissu économique qui fonctionne, il faut donner envie de travailler. 0826 300 300, est-ce que François Bayrou a donné envie de faire des efforts aux Français? Est-ce que c'est votre cas, Frédéric? Bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous, Frédéric? Comment jugez-vous la prise de parole du Premier ministre hier? Est-ce que vous l'avez jugé courageux? Est-ce que dans ces annonces, il y a des choses que vous validez ou d'autres pour peut-être lesquelles c'est absolument rédhibitoire? Je trouve que c'est un peu hors sol à différents niveaux. Bon, déjà, si on prend ne serait-ce que l'abattement des 10% des retraités, je pense qu'il faudrait qu'on revoie un peu les copies, même s'il annonce aujourd'hui éventuellement un budget de 2 000 €. L'abattement est de 4 321 pour l'ensemble du foyer fiscal, d'accord ? Donc quand vous êtes retraité, vous gagnez, imaginons, 40 000 ou 50 000 chacun, ou 30 000, c'est 4 321 d'abattement pour l'ensemble du foyer. Il faut savoir que pour les salariés, l'abattement peut aller jusqu'à 14 426 € par personne. Mais pas pour tous les salariés, mon cher Frédéric, vous le savez. Pas pour tous les salariés, mais c'est le plafond, d'accord? Donc si vous gagnez 60 000 €, vous avez droit à 10%, si vous gagnez 50 000 €, c'est 50 000. Mais ce sont des gens qui travaillent, Frédéric. 60 000 €, c'est bien. Oui, mais attendez, mais c'est pas pour autant, ce sont des frais professionnels. C'est pas pour autant que le salarié qui se déplace à son bureau a ses frais professionnels réellement donc en coût. Vous voyez ce que je veux dire? Mais par exemple, est-ce que vous pouvez comprendre, Frédéric, vous avez raison, vous soulevez de fait un vrai sujet, mais est-ce que vous comprenez aussi que beaucoup de gens, quand ils entendent François Bayrou, ils ne comprennent pas que des retraités aient 10% au titre de frais professionnels? Quels sont les frais professionnels des retraités, Frédéric? Alors, les frais professionnels, le bénévolat en France fonctionne en grosse majorité grâce aux retraités. Mais c'est pas des frais professionnels, Frédéric. Et les retraités se déplacent à leurs frais dans pas mal d'associations. Donc c'est plus du bénévolat. Donc, c'est plus du bénévolat, mais c'est du bénévolat. Oui, mais attendez, c'est du bénévolat, c'est-à-dire qu'ils vont dans des associations, que ce soit la banque alimentaire, etc. Quand ils se déplacent pour faire la collecte le samedi, pour faire d'autres choses, ou pour faire vivre des associations, ils se déplacent à leurs propres frais. En fait, ce que vous voulez dire, en réalité, Frédéric, c'est que ces 10% sur les frais professionnels, ça permet surtout peut-être à des retraités de s'engager davantage dans la vie associative et de faire parfois des tâches que l'État n'assume pas forcément. Vous parliez de certains engagements associatifs, oui. Mais bien sûr, si vous enlevez les retraités
retraités au niveau du bénévolat, vous allez voir comment certaines associations vont s'effondrer. Bien. Après, en tant que chef d'entreprise, quand on réagit en tant que chef d'entreprise, quand on a un problème financier, on réduit les dépenses et on arrête les augmentations. Donc je propose éventuellement aux sénateurs, aux députés de renoncer à leur augmentation de frais de mandat. Oui. D'accord. Ça, c'est déjà une chose. Alors, c'est peut-être des petites sommes, mais si on veut donner des images et si on veut donner des signes, commençons par donner des signes à titre personnel. D'accord. Bon. Mais en revanche, les jours fériés pour vous, Frédéric, comment vous réagissez? Vous dites que c'est peut-être un sacrifice nécessaire? Pourquoi pas? Les jours de retraite. Bon, après, il y a certains jours comme le 8 mai 45, je trouve un petit peu dommage parce que c'est la fin de la guerre mondiale, donc un petit peu dommage que celui-ci soit supprimé. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant, il y a certainement aussi d'autres recherches de budget. Il y a le Haut Conseil du financement de la protection sociale qui indique dans son dernier rapport que la fraude s'élève au niveau social à 13 milliards d'euros. Donc, travaillons déjà là-dessus. Il y a à peine 600 et quelques millions qui ont été collectés. Vous en voulez d'autres pistes? Il y a énormément de pistes. Après, les retraités, déjà, quand ils partent, perdent énormément par rapport à leur rémunération actuelle, une baisse en moyenne de 50%. Et n'oublions pas que quand on cotise, quand on est salarié, quand on cotise à 127% au niveau des caisses complémentaires. Donc, on participe déjà à 27% supplémentaires sur nos cotisations. Et on en reparlera dans le prochain débat, mon cher Frédéric. Merci de nous avoir appelé au 0826 300 300, d'avoir donné votre point de vue, parce qu'en effet, il y a la suppression de ce cadeau fiscal de 10%, mais qui va être remplacé par un forfait de 2000 €. Est-ce que ça vous a convaincu? On en parlera dans quelques instants. Mais dirais-je par rapport à ce que disait Frédéric? Sur les associations, moi, quand j'aide une association, j'ai pas de frais professionnels pour aller là-bas. Oui. Donc, pourquoi un retraité aurait droit à ça? Je comprends pas, en fait, le parallèle. Mais c'est-à-dire qu'il y a aussi, peut-être qu'il faut entendre ce que nous dit Frédéric, ça ne se justifie pas d'un point de vue charge de l'État, en disant, en réalité, il y a quand même toute une partie d'éléments très importants qui sont aujourd'hui à la charge d'associations. Ça peut être le cas pour certaines associations, que ce soit les restos du cœur, que ce soit d'action de l'État. Mais on peut pas. Enfin, je sais, mais l'argumentaire il ne tient pas. On peut pas dire, moi, j'ai deux associations. J'ai deux associations. Je vais pas forcément citer le nom, notamment une association féministe. Est-ce que quand je vais me déplacer pour les aider, j'ai droit à des frais professionnels? Mais pas du tout. C'est à ma charge. Je veux m'impliquer socialement, je veux m'impliquer dans une association. C'est pas pour avoir un cadeau de l'État. C'est pas à l'État de prendre en charge ce sujet-là. Absolument pas. C'est pas la collectivité de le faire. Mehdi m'a ôté les mots de la bouche, donc je vais pas rajouter grand chose. Je suis d'accord avec lui. L'argumentaire était curieux, c'est dire que pas parce qu'on fait du bénévolat qu'on doit avoir une gratification. C'est du bénévolat. Juste pour rebondir sur le discours, parce que c'est un discours qu'on entend beaucoup de la part des gens qui sont en retraite. On a bien vu que notre auditeur sympathique au demeurant, pour lui supprimer les jours fériés, c'est pas un grand problème, parce que forcément comme il est en retraite, il est un peu moins concerné. Il y a ça, et deuxièmement le fait sur les cotisations, on pourra en reparler, parce qu'on sait très bien quand même que, alors c'est peut-être pas, je sais pas quel âge il a, c'est pas forcément sa génération, mais on sait quand même qu'il y a une génération qui est partie en ayant très peu cotisé et en ayant une retraite qui quand même est assez élevée par rapport à leurs années de cotisation, ce que nous autour de la table nous n'aurons jamais. A priori. Il faut qu'il y ait une génération de retraités qui entendent la colère sourde qui est en train de monter, qui se répand sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la société civile, qui est le fameux c'est Nicolas qui paye. Parce que la réalité, c'est qu'on a entendu beaucoup de choses ces derniers temps et que ce ne sont pas des réalités. La première, c'est on a cotisé pour ça. Alors la réponse est non, c'est qu'aujourd'hui on ne cotise pas pour les retraites, les gens qui touchent une retraite aujourd'hui n'ont pas cotisé pour cette retraite. Ce sont les actifs d'aujourd'hui qui payent pour les retraités d'aujourd'hui. Donc c'est Nicolas qui travaille pour la retraite de ceux qui sont actuellement à la retraite. Deuxièmement, les retraités d'aujourd'hui, pour aller dans le sens de ce que disait Mathieu, touchent 2 fois plus que ce qu'ils ont cotisé. Donc il faut bien avoir ça en tête, ils touchent 2 fois plus que ce qu'ils ont cotisé. Troisièmement, concernant le bénévolat, peut-être, mais tous les retraités ne sont pas bénévoles. Oui. Ou alors, moi, j'ai un problème de pourcentage. Et enfin, dernier point du monsieur qui évoquait les frais des mandats des parlementaires. Ça, c'est quand on n'a plus aucun argumentaire et qu'on veut absolument pas faire d'efforts, puisque les parlementaires ont justement mis dans la loi le fait qu'il faut justifier maintenant chacun de leurs frais, et ils ont supprimé... Oui, mais c'est normal, mais ils l'ont fait, et ils ont supprimé la réserve parlementaire. Alors, ce monsieur ne peut pas dire d'un côté, nous, il faut qu'on ait des frais professionnels qui sont pas justifiés, oui. Et les parlementaires, ils doivent justifier. En fait, il faut que cette catégorie d'âge comprenne, j'en termine par là,
que tout le monde doit faire des efforts. Ils ne peuvent pas continuer à être la seule génération qui ne fait pas d'efforts dans ce pays. Justement, l'effort 0826 300 300 sur ce sujet des retraites, est-ce que vous êtes convaincu par le forfait de 2000 €? C'est-à-dire qu'on supprime cet abattement fiscal de 10%, mais on met en place un forfait de 2000 €. Même vous, au téléphone, vous allez peut-être perdre un avantage pour en gagner un autre. Est-ce que vous trouvez que finalement c'est le jeu? Parce que oui, la patrie doit faire des efforts pour redresser la France et aussi nos armées, parce que n'oublions pas qu'il y a quand même ce petit son de cloche en arrière-plan, ou au contraire, vous trouvez ça scandaleux. Vous avez bien sûr mérité votre retraite. Hors de question qu'on y touche. 0826 300 300. Et on se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. On est toujours ensemble pour les grands débats de l'été et après les remerciements, on solde à François Bayrou qui a fait un discours pour redresser la France, mesdames, messieurs. Vous connaissez le numéro 0826 300 300 avec une fois de plus cette question en fond, et c'est ce qu'on était en train de se dire ici autour de la table. La question, l'éléphant au milieu de la pièce, ce sont quand même les retraites. Les retraites, François Bayrou a fait le geste. Suppression de l'abattement fiscal de 10%, c'était notamment en rapport avec le calcul de l'impôt sur le revenu. C'était plafonné à 4 321 €. Et ça nous coûtait quand même, il faut le dire, et on ne le dit pas assez, ça coûtait à l'État 5 milliards d'euros par an, cet abattement fiscal. Il a décidé que ça niette, en revanche, mise en place d'un forfait de 2000 €. Lucas Moulin, est-ce que vous observez la décision du Premier ministre comme étant une décision saine, une décision juste ? Oui, je pense que c'est une bonne décision. D'ailleurs, moi, je suis contre même l'abattement. Je pense qu'ils devraient payer leurs impôts comme tout le monde. Moi, je paye mes impôts. Je vois pourquoi les retraités auraient des abattements ou des privilèges. Je pense que déjà, il coûte assez cher à la société. On en a un petit peu marre des vieux qui bloquent un petit peu tout. Après, globalement, ça c'est dit. Oui, non, mais clairement, faut le dire. Ils ont quand même bénéficié d'un système à l'époque qui était assez avantageux. Aujourd'hui, on est face à un basculement démographique et ils le prennent pas en compte. Je pense qu'ils ont quand même un discours qui est assez égocentrique et égoïste. Donc, je pense qu'il faut aussi qu'ils pensent aux jeunes générations. Pas tous. Peut-être pas faire de généralité, même si je suis assez d'accord sur le fond. Il y a quand même les retraités sont pas un bloc monolithique. Non. Tous. Et des retraités tous radicalisés dans une Costa Croisière en récupérant les multi-loyers qu'ils ont dans les métropoles. Ça existe, hein, mais il y a quand même des retraités avec des petites retraites, des petites pensions qui ont du mal à joindre les deux bouts. Ça existe aussi. Hein. Il y a aussi des salariés avec des petits salaires aussi, évidemment, qui payent aussi des impôts et qui n'ont pas grand-chose. Le sujet des retraites, c'est l'éléphant au milieu de la pièce. Mais ce qu'il faut surtout avoir en tête, ce qu'il faut surtout avoir en tête, c'est que on a un peu une comptabilité insincère sur ce sujet des retraites. Et surtout, on ne prend pas en considération assez le poids politique des retraites. Ceux qui votent... C'est 17 millions de retraités en France. Ceux qui votent, ce sont les retraités. Donc quand on fait une annonce sur les retraites, tout de suite, peu importe le politique, vous êtes sous le coup d'être guillotiné. Et donc, on ne peut pas avancer sur ce sujet si on n'est pas sincère sur le sujet des retraites. Donc, c'est pas une question d'attaquer les retraités parce qu'ils sont retraités, qu'ils touchent de l'argent, ils sont 17 millions, ils ont bénéficié d'un système à l'époque, et aujourd'hui, on est plutôt dans un environnement chrysogène, la population vieillit, on a plus ce retour intergénérationnel. Non, c'est que aujourd'hui, les retraités ont un poids politique très fort et ça conditionne la totalité du champ politique français. Surtout qu'il faut dire que la revalorisation des retraites s'est stoppée, parce que comme on a la fameuse année blanche, la revalorisation des retraites, ce ne sera pas réglé comme chaque année, et ça fait quand même économiser à l'État 3,7 milliards. Jonas Haddad, sur cette question, est-ce que c'est un bon compromis? Suppression de l'abattement fiscal pour la mise en place d'un forfait. En fait, le problème, c'est qu'on a lancé là, et on le voit autour du plateau et dans les réseaux sociaux, une forme de guerre des générations. Mais la difficulté, c'est que cette guerre des générations n'aurait pas eu lieu si on arrêtait de tabasser les actifs. C'est ça la vraie question. Et quand on a Vous trouvez vraiment que c'est une guerre de génération? Non, mais on entend se mettre en place les prémices d'une guerre des générations qui est pas bonne. On peut pas, dans une société, avoir des générations qui se font la guerre. Et la réalité, c'est que pourquoi cette guerre est menée? Parce que les actifs ne trouvent plus le fruit de leur travail. Et quand j'entendais hier, là pour le coup, le Premier ministre François Bayrou parler potentiellement du fait qu'on va augmenter quand même l'impôt sur le revenu, ça c'est un peu passé inaperçu, puisqu'on va changer de tranche. L'impôt sur le revenu, les revenus, c'est ceux qui sont des actifs. Et donc, en fait, si vous voulez, le fossé entre les générations va continuer à s'accentuer tant qu'on continuera à tabasser les actifs. Voilà. Donc moi, je dis, arrêtons de les surfiscaliser et peut-être qu'ils seront d'accord pour continuer à prendre en charge les retraites d'aujourd'hui. Mais deux points très rapidement. Il y a la question de l'héritage, qui est fondamentale derrière, dont on ne parle pas assez. Et tout à l'heure, on parlait de la question de l'entrepreneuriat, enfin du moins d'être chef d'entreprise, mais aujourd'hui, en France, c'est quasiment impossible d'entreprendre, puisque vous êtes, excusez-moi l'expression, mais défoncé par un matraquage fiscal. Quand vous voulez entreprendre, vous vous dites, mais quand est-ce que je vais me verser un salaire
combien je vais me verser pour le temps de travail que je vais avoir. Et cette situation-là, tu parles de guerre des générations, ou du moins entre générations, ça se retrouve sur ces sujets-là. Et le courage politique, ça serait d'assumer ce sujet, vraiment de dire effectivement on a un problème entre les générations, on a un problème sur la retraite, ou du moins la manière dont on aborde ce sujet, et je trouve que politiquement on ne le fait pas assez. Parce que le coût politique est trop important. Vous êtes tous d'accord autour de la table pour dire que ça sent quand même le prémisse de la guerre de génération, où à un moment c'est juste une volonté de rétablir un peu, je sais que le mot est galvaudé, mais un peu de justice peut-être entre les générations, ou un équilibre en effet, pour ne pas employer le mot justice, Lucas. Totalement, oui. Enfin, il faut plus de justice. Et j'aimerais rebondir sur ce que tu m'as dit tout à l'heure. Je dis pas que c'est un bloc radicalisé, mais quand on voit aujourd'hui le fait qu'on réforme pas suffisamment les retraites, c'est à cause du poids. Justement, donc c'est 400 milliards par an. C'est quand même, il y a une majorité de retraités qui vont pas dans le sens de la réforme. Donc quand même, bon, peut-être que mon propos était un peu caricatural, mais globalement, il révèle une forme de réalité. On est globalement d'accord. C'est juste pour rappeler qu'il y a des retraités aussi qui galèrent. Évidemment, surtout que je voulais toutefois une bonne partie des retraités ont un niveau supérieur de vie aux termine. Et c'est une exception européenne. On ne parle pas aussi suffisamment d'épargne volontaire, de capitalisation privée, de travail post-retraite, de retraite progressive, etc. Ça, c'est des sujets aussi qu'il faut mettre sur la table. Et je pense qu'on parle pas suffisamment de réformes structurelles. Et il y a plein de solutions qu'on peut mettre en œuvre. Mathieu Bastialone. Juste petit aparté. Ouais, qui est lié en fait à notre sujet. Il y a un gros, on le voit quand on parle des actifs et la façon dont ils sont tabassés. Il y a un sujet fondamental, c'est l'immobilier. Parce qu'on fait partie tous, peu ou prou, d'une génération dont une grande partie des revenus va partir dans l'immobilier. Et on sait que parce que la génération d'avant, justement aussi, détient une grande partie de l'immobilier en France. Et ça, c'est un vrai sujet. La part du revenu des actifs qui part dans l'immobilier pour pouvoir se loger, c'est un vrai sujet en France, notamment dans les métropoles. On le voit de plus en plus. Ouais, on retombe sur le sujet de l'héritage et de la passation du patrimoine, qui ne se fait plus aujourd'hui. Est-ce que vous validez cette idée de faire un forfait de 2000 € pour remplacer l'abattement fiscal de 10%, 0826 300 300? En tout cas, vous êtes nombreux à nous appeler. On va rejoindre Paul juste après la pub, qui dit que, mais de toute façon, arrêtons de nous leurrer. Non seulement le vrai sujet, ce sont les retraites, mais il y a aussi le temps de travail. Nous ne travaillons pas assez. Vive les 39 heures. Ça, c'est un auditeur de Sud Radio qui parle vrai. Vous êtes bien sur cette radio. Tout de suite, on revient dans quelques instants. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Vous êtes bien sur Sud Radio, encore une demi-heure ensemble dans vos grands débats de l'été. Et on est au cœur peut-être du sujet de la conversation et de la conférence de presse du Premier ministre hier après-midi à 16h. On parlait beaucoup du courage qu'il avait eu en tout cas pour s'attaquer à l'abattement fiscal de 10% pour les retraités au titre de frais professionnels, ce qui nous a tous laissé autour de la table un peu pantois, surtout quand le camarade Frédéric tout à l'heure on a dit mais si, c'est un mérite, c'est un cadeau que nous fait l'État, parce que derrière on s'investit quand même beaucoup dans la société, auprès de nos petits-enfants, auprès d'associations. Mais c'est Paul aussi qui nous a appelé au 0826 300 300. Bonjour Paul. Bonjour Maxime, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup de nous appeler. Vous, je vous adore parce que vous mettez les pieds dans le plat immédiatement. C'est-à-dire que c'est le parler vrai de Sud Radio. Vous nous dites mais les retraites, bien sûr, on peut en parler, mais le vrai sujet c'est qu'on bosse pas assez. Donc on va retourner aux 39 heures. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui on a des problèmes de manque de salaire, on a des problèmes de manque de cotisation, donc il suffit d'augmenter le temps de travail à 39 heures, payer 39 évidemment, pas payer 35 ou 37. Ou 32. On va augmenter le temps de travail. On va rentabiliser plus nos entreprises parce que bon, moi je suis agriculteur, quand on a des heures supplémentaires à payer, on a des mois de mai avec des salariés à 2500 €. Et on ne supporte plus, on n'y arrive plus. Et aujourd'hui, les gens ils travailleraient 39 heures de plus, ça ferait 16 heures de plus par mois, ça leur ferait 200 € de plus net. Plus de cotisation. C'est pas du courage qu'il a eu Bayrou, c'est de la paresse pour moi, parce que c'est la paresse intellectuelle. Aujourd'hui, il y a énormément de sujets à mettre sur la table. Le RSA, est-ce qu'on doit payer des gens pour pas travailler? Tout ça. Il faut mettre tout le monde au travail en France. Oui. Donc vous dites, plutôt que de se préoccuper, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie, Paul? Moi, je suis agriculteur. Est-ce que vous, justement, vous dites, en fait, les retraites, on s'en fiche, il faut surtout bosser plus durant la vie active? Tout à fait. Et en travaillant 39 heures, on pourrait partir à 62 peut-être, parce qu'on aurait suffisamment cotisé. Aujourd'hui, il faudrait scinder aussi, quand on parle de retraite, il y a les retraites du privé et les régimes spéciaux. Les régimes spéciaux, on n'en parle pas. Les gens qui partent à 50 ans, les retraites sont payées par l'État. Donc ces gens-là, pendant encore 20 ans ou 25 ans de leur vie, sont à la charge de l'État. Oui. À un moment donné, il faut du pragmatisme et du bon sens. C'est ce qui manque beaucoup au niveau des ça c'est sûr. Surtout que, est-ce que je peux être indiscret, Paul, et vous demander combien vous allez gagner potentiellement quand vous partirez à la retraite, parce qu'on parle beaucoup des retraités riches, il y en a surtout beaucoup. Oui. J'ai commencé à travailler déclaré à 14 ans et demi.
ma retraite elle sera de 940 € net. Et vous vous rendez compte ? C'est insupportable. Voilà. Et est-ce que vous avez anticipé un peu ça, Paul ? C'est-à-dire que vous avez essayé de faire quelques placements, vous avez essayé, comment vous vous préparez à ça ? C'est-à-dire que nous, on a une année qui est bonne, sur le bénéfice, on perd 42% de cotisation MSA. Mais c'est pas possible. On a des impôts derrière. C'est pas possible. Et hier, dans les annonces du Premier ministre, Paul, est-ce que hier, dans les annonces du Premier ministre, par exemple, vous avez vu des annonces qui allaient vous concerner directement ? Vous vous êtes dit, ah ça, parfait, c'est bien pour mon activité, c'est bien pour mon compte en banque ? Non, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est des annonces et après derrière, il n'y a rien. On voit bien qu'ils ont dit on va relancer les productions agricoles quand il y a eu le Covid. Et derrière, on nous met en concurrence avec la terre entière. Là, aujourd'hui, on fait un accès privilégié aux produits ukrainiens. On va signer le Mercosur, alors qu'on a des produits de qualité près de chez nous. On va détruire des filières entières. Ça manque de bon sens. Et donc, on va détruire des filières, on va détruire des emplois. Paul. On tourne en rond en permanence. Paul, merci beaucoup de nous avoir appelés. Merci beaucoup pour le travail que vous faites. Vous êtes essentiel. Merci beaucoup, Paul, de nous avoir appelés au 0826 23 100 300, d'être un auditeur fidèle de Sud Radio. Autour de la table, pardon, c'est vrai ce qu'il dit, Paul. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui bossent, ceux qui triment, ceux qui se tuent à la tâche, hier, en écoutant François Bayrou, il n'y avait aucun résultat. Et il parlait de la retraite, et c'est notre sujet de débat. Mais en fait, lui, il ne pense même pas à la retraite. Il n'a pas ce luxe-là, parce que déjà, il passe sa vie les mains dans le cambouis. Jonas Haddad. Ce que dit Paul est vrai, dans le sens où aujourd'hui, et ça ce sont des statistiques qui sont incontestables au niveau européen, la plupart des pays européens travaillent 1800 heures par an, d'accord ? Les salariés en moyenne, quand nous travaillons 1650 heures. Ça veut dire que nous sommes le pays où on travaille le moins au niveau des actifs. Donc là-dessus, Paul a raison. Deuxièmement, Paul a raison parce que aussi, il est agriculteur et je ne sais pas s'il nous écoute encore, mais hier, au même moment où François Bayrou faisait ses annonces, il y avait cette ignoble Sandrine Rousseau qui expliquait que la rentabilité des agriculteurs... On en parlera dans quelques instants. Elle n'en a rien à foutre. Ah bah, si on en parlera... voilà, donc ça c'est vous recevez les thèmes de débat. Hein, non, tant mieux, vous voyez. Donc c'est absolument ignoble. Et donc, non, mais comme Paul est agriculteur, on lui redit tout notre soutien. Et enfin, dernier point, par rapport aux actifs qui bossent ou pas. La question des régimes spéciaux qui a été posée, elle est d'autant plus posée qu'il y a une évolution démographique. Notre santé s'améliore et c'est tant mieux. On vit en moyenne jusqu'à 82, 83 ans. Est-ce qu'on peut considérer qu'il est encore normal que des régimes spéciaux s'arrêtent à 55 ans et que pendant 30 ans, et pas comme l'a dit Paul, pas 20 ans, 30 ans, des actifs prennent en charge des régimes spéciaux de retraite de personnes qui travaillent sur des métiers qui sont moins pénibles et qui durent plus longtemps. Lucas Moulard. Alors, je suis totalement d'accord avec Paul. Alors, sur la question des 39 heures, aujourd'hui, dans le secteur privé, qui ne travaille pas 39 heures ? Le 35 heures n'existe plus presque. Donc, en fait, au final, c'est une mesure c'est de la théorie. Alors, voilà, c'est de la théorie, c'est une mesure de bon sens. Les seuls qui travaillent encore 35 heures, c'est les employés de la Poste ou de la fonction publique. D'ailleurs, la Poste, je pense qu'on devrait privatiser. Non, mais franchement, pour le coup, le côté sur... Si je peux terminer, après, tu reprendras. Parce que c'est la deuxième fois que tu me coupes. Donc, merci. Jamais 203. Je pense qu'on va rester à 2, c'est bien. Donc, d'ailleurs, la Poste qu'il faudrait privatiser, je comprends pas pourquoi on paye pour ça. C'est sans intérêt. 900, il va avoir 900 à peu près de retraite. C'est absolument insupportable. Moi, quand j'entends des choses comme ça, c'est absolument insupportable. Surtout quand on voit en comparaison les régimes spéciaux. Je pense pas que les travailleurs de la SNCF ont un travail plus dur que les agriculteurs. Donc, qu'est-ce qui justifie les régimes spéciaux ? Moi, c'est la question que je me pose. Surtout que des conquêtes sociales. C'est 3 milliards les régimes spéciaux de la SNCF. Moi, j'en ai marre. Arrêtons de dire il y a les bons Français qui travaillent, il y a les mauvais Français qui travaillent pas. Arrêtez de dire la Poste, les fonctionnaires, les mecs de la SNCF, ça suffit quoi. Franchement, c'est des gens qui travaillent. La SNCF, c'est un métier. Vous voulez aller récupérer votre machine au dépôt à 2h du matin le 24 décembre pour bosser de nuit et tout, c'est pas un métier facile. J'ai pas dit que c'était facile, mais qu'est-ce qui justifie qu'ils aient plus d'avantages comparé aux agriculteurs ? Un truc très simple, ça s'appelle des conquêtes sociales. Je sais que c'est un truc qui vous plaît pas trop, mais c'est juste des conquêtes sociales. Mais le problème, c'est que la conquête sociale, elle se fait au détriment d'autres. Non, ça fait pas forcément. Qui paye les 3 milliards de régimes spéciaux de la SNCF ? Ceux qui bossent, on est d'accord. L'État remet pas directement l'argent. Pour revenir sur le truc, je veux bien que les fonctionnaires soient des gens ultra privilégiés qui a voilà bon. Il suffit de voir le train de vie des fonctionnaires qui a priori n'est pas non plus voilà. Je veux bien qu'on dise qu'ils foutent rien. Ok. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi dans ces cas-là, tout le monde devrait devenir fonctionnaire, parce que c'est formidable. Deuxièmement, vous revenez toujours sur les 35 heures. Pardon, mais on peut.
faites une fixation sur des. Vous êtes sur des totems. Pour paraphraser Georges Marchais, vous avez 40 ans de retard. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans ces cas-là, on peut revenir aussi sur les conquêtes. On peut revenir à 1936, on peut revenir sur plein de trucs. Par rapport aux conquêtes, les 35 heures, c'est tellement une conquête qu'il n'y a aucun pays dans le monde qui nous a imité. C'est justement la France qui a 40 ans de retard parce que tous les autres pays sont à 39 heures. Oui, mais dans ce cas-là, messieurs, sur ce débat, en Europe, on travaille peut-être plus, mais je pense qu'il y a aussi une question de rémunération dans ce cas-là. Écoutons Béatrice. On peut très bien dire aux gens de travailler plus, mais il faut peut-être 300 sur ces sujets. La politique de Jonas, c'était travailler plus pour gagner plus. La visiblement, c'est travailler plus, mais pas pour gagner plus. Béatrice, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir appelé au 0826 300 300. Justement, notre débat vous fait réagir et vous dites pardon, mais au bout d'un moment, à mon âge, j'ai travaillé toute ma vie, je mérite ce que j'ai, c'est ça ? Ben c'est ça. Alors moi je vais un tout petit peu, parce que j'écoute tout ce que vous dites et Dieu sait s'il y a des sujets sur lesquels j'aimerais beaucoup intervenir. Alors déjà sur le point de la retraite, j'ai 67 ans et demi. J'ai fabriqué 5 enfants. J'ai élevé mes enfants tout en continuant à travailler toute ma vie. Je me suis arrêtée de travailler à 63 ans et j'ai continué avec un tout petit revenu pour faire un tout petit supplément. Quand je dis un petit supplément, c'est-à-dire ça me permet de gagner 130 € de plus par mois. Oui. J'ai tenté l'aventure, quand j'ai pris ma retraite, d'être en auto-entreprise. Je me suis retrouvée étranglée par des taxes insupportables. J'ai arrêté. Parce que non seulement ça ne me faisait pas gagner d'argent, mais ça me faisait augmenter mon plafond pour payer encore plus d'impôts. Alors quand on m'annonce, je vis seule depuis 7 ans, je suis divorcée, je vis toute seule. Quand on me dit que les retraités sont des gens nantis parce qu'ils sont propriétaires, je ne suis pas propriétaire. Et il y a beaucoup de retraités qui ne sont pas propriétaires et qui sont locataires et qui vont avoir non seulement leur retraite de diminuer, mais qui vont pouvoir continuer à payer leur loyer. Mais c'est insupportable une chose pareille. Est-ce que vous pouvez entendre, non mais alors Béatrice, est-ce que vous pouvez entendre dans ce débat-là et dans tout ce que vous dites, bien sûr, personne ne dit que les retraités si vous voulez, ont volé leur revenu ou leur retraite. Moi j'ai entendu tout à l'heure ce monsieur, c'est ça qui m'a fait réagir, qui disait que nous étions des égoïstes. Non mais au secours, moi j'ai commencé à travailler, j'ai eu droit à la CSG. On nous a annoncé que c'était temporaire, d'accord ? Elle existe toujours la CSG, à ce que je sache. La retraite, on devait l'avoir à 62, moi dans mon cas, j'ai pas pu la prendre avant 63. Parce que l'Agirc et l'Arcon ont trouvé le moyen de se rallier l'année où je pouvais prendre ma retraite. Donc j'ai pris ma retraite officiellement à 63 ans. Et j'ai continué à travailler. Et là, on me dit aujourd'hui... Vous considérez vraiment être les vaches à lait de façon totalement injustifiée de François Bayrou pour faire des efforts sur le budget ? Alors, sur ce plan-là, oui. Par contre, je suis complètement d'accord avec le monsieur qui a parlé tout à l'heure en ce qui concerne l'allongement du temps de travail. Oui, sur les 39 heures. Oui. Moi, j'ai travaillé, j'étais cadre à l'époque. Pour rien vous cacher, j'ai été sage-femme et j'ai été cadre pendant assez longtemps. Et j'ai assisté à la mise en place des 35 heures. J'ai travaillé sur cette mise en place. Dans l'établissement où j'étais, qui est un établissement privé à but non lucratif, j'ai bossé pendant des semaines et des semaines pour créer des emplois. Parce que ça permettait de créer des emplois. Mais ça n'intéressait pas du tout les salariés. Ce que les salariés voulaient, c'est avoir plus de congés. Donc on n'a pas créé d'emploi. Donc pour vous, les 35 heures, personne n'y est, il faut arrêter avec cette hypocrisie. Mais bien sûr, faut arrêter. Qu'on remette à 39 heures, qu'effectivement les actifs soient récompensés. Que les actifs soient récompensés de leur travail. Mais alors justement, Béatrice, je vais être un peu provoquant, mais comprenez que c'est pour essayer de faire d'avancer le débat. Vous nous dites en réalité, rendons aux actifs. Mais si on veut rendre aux actifs précisément, est-ce qu'il ne faut pas que certains retraités, peut-être à partir d'un certain seuil de retraite, acceptent de voir peut-être 50 € par mois en moins précisément, parce que c'est quand même le premier poste de l'État, je le disais tout à l'heure, 400 milliards par an. Est-ce que les retraités, vous, ma chère Béatrice, si j'ai bien compris, ne devraient pas aussi participer à cet effort national? Mais si on est à 50 € par mois, c'est raisonnable. Mais si on est à plus, c'est pas possible. Bien sûr, mais donc, admettons, Béatrice, par principe. Propriétaire. On part du principe que les retraités sont propriétaires, mais c'est quoi cette blague? Le monsieur dit tout à l'heure, on va avoir 900. Souvent, évidemment, c'est pas une généralité, mais souvent. Une grande partie des retraités sont propriétaires. La semaine dernière, Béatrice, excusez-moi de vous contredire, sur ce que vous avez dit, il y a beaucoup de juste. Mais la semaine dernière, il y a l'INSEE qui a sorti, vous savez, une enquête sur l'occupation des logements.
Et la suroccupation des logements pour les gens qui ont plus de 65 ans, c'est 40% quand c'est que 10% non, mais chez alors les cette actifs. étude de l'INSEE, on va pas commencer à, Oui. si vous voulez, Non, mais ça veut dire qu'en gros, aujourd'hui, je le dis, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des propriétaires, c'est pas votre cas, Béatrice, donc ne le prenez pas pour vous, mais la plupart des propriétaires aujourd'hui sont retraités. C'est factuel. Mais en tout cas, pour ceux qui ne le sont pas, on comprend, Béatrice, que les efforts demandés, ne sont pas toujours justes. Et surtout, merci de nous avoir appelé, Béatrice, avec votre parler vrai sur Sud Radio 0826. Juste Oui. une toute petite chose. Finissez, Béatrice. Par rapport à l'accession à la propriété. Pourquoi on empêche de jeunes personnes à accéder à la propriété en leur mettant des taux d'emprunt qui sont insupportables? Ça, c'est vrai. Mais c'est plein de bon sens, Béatrice, vous avez raison. Vous avez raison. Merci beaucoup, Béatrice, de nous avoir appelé, d'avoir parlé vrai sur l'antenne de Sud Radio et d'avoir permis de faire avancer la discussion. Dernier débat avant midi, mesdames, messieurs. On l'a esquissé, on l'a effleuré. C'est Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau qui dit que justement, par rapport à notre agriculteur tout à l'heure qui a appelé l'antenne en disant, ben moi, vous voyez, je vais avoir même pas une retraite de 900 € alors que j'ai commencé à bosser à partir de 14 ans. Mais elle, je cite, elle en a rien à taper. Est-ce que ça vous interpelle? Est-ce que vous trouvez ça choquant? Vous avez le numéro comme Béatrice, comme tout à l'heure, comme Frédéric. 0826 300 300 et bien sûr les réseaux sociaux et l'application. Vous êtes chez vous. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. On est ensemble jusqu'à midi pour les grands débats de l'été avec ces propos de Sandrine Rousseau notamment qui ont fait sauter au plafond beaucoup d'entre vous, auditeurs de Sud Radio. Elle était sur un plateau télé tout simplement et à un moment elle lâche cette phrase, c'était en rapport avec la loi du plomb et une journaliste qui lui demande mais en réalité il y en a qui ont besoin de ces pesticides et Sandrine Rousseau, comment dire, elle a réagi un peu de façon particulière, écoutez. Il y a des agriculteurs, eux, qui ont un autre argument. Cette loi, c'est une nécessité, selon eux, pour leur rentabilité. Qu'est-ce que vous leur répondez ? J'en ai rien à péter de leur rentabilité. Et puis je pense qu'en fait, c'est pas le sujet, quoi. La rentabilité de l'agriculture par des produits chimiques au détriment des sols, de la biodiversité, de notre santé, c'est pas de la rentabilité, en fait. C'est de l'argent sale. C'est de l'argent sale et elle met en opposition les agriculteurs qui auraient besoin de produits phytosanitaires et les conséquences que cela pourrait avoir, à savoir, en effet, peut-être parfois la provocation de certains cancers. En tout cas, selon elle, et ça tuerait de la biodiversité. Comment vous réagissez à ça? Parce que c'est vrai que quand même la séquence est assez saisissante. Pour reprendre un terme agricole, Sandrine Rousseau est un parasite. Sandrine Rousseau est un parasite qui a été gavé d'argent public depuis qu'elle est sortie de ses études. Elle a été vice-présidente d'une université, maintenant elle est députée. Elle est députée d'une circonscription qui ne connaît strictement rien à l'agriculture puisqu'elle est dans le centre de Paris. Et elle se permet d'insulter toute une population dont, je le rappelle, il y a 2 agriculteurs par jour qui se suicident. Donc si Sandrine Rousseau n'en a rien à péter de la rentabilité des agriculteurs, nous on n'en a rien à péter de son avis de parasite. Donc qu'elle retourne peut-être à... parasite, vous êtes propriétaire du terme, hein, Jonas Haddad, vous êtes avocat, vous savez ça mieux que moi. Mais je le confirme et j'attends vivement qu'elle puisse m'attaquer. Parce que quand on s'en prend tant que ça à des gens qui triment, qui sont mal rémunérés et que de son petit avis et avec son petit rire narquois de déconnecté absolu, elle se permet de dire cela, c'est une insulte à toute la France qui travaille. Mais justement, l'extrait vous fait beaucoup réagir, hein, 0826 300 300. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous nous appelez, vous êtes agriculteur, c'est ça, éleveur de cochons. Comment vous avez réagi en écoutant Sandrine Rousseau ? C'est ça, je suis éleveur de cochons, vigneron, en agriculture biologique, même sous mention nature et progrès. Je la plains, cette dame, en fait. Oui, je pense qu'elle est malade. Et je me désole des écologistes, parce qu'avec cette dame, ils n'ont pas besoin d'ennemis, en fait. Vous dites quoi, qu'elle fait du mal à l'écologie, c'est ça ? Ah oui, elle fait pas du mal à l'agriculture, elle fait du mal à l'écologie. Qu'est-ce qui vous a fait bondir? C'est le côté quoi, totalement déconnecté, ou au contraire, c'est qu'elle se livre avec presque autant de franchise en disant mais en réalité, moi quand je réfléchis aux agriculteurs, je n'en ai rien à péter. Non, sa franchise, c'est qu'elle est hors sol, cette dame, elle est déconnectée. Je l'invite à venir avec nous passer quelques jours. Et puis voilà. Mais je suis peiné pour cette dame. Voilà. Mais quand vous dites, par exemple, Christophe, oui, bon, de toute façon, c'est ce qu'elle dit, elle réagit par rapport à la rentabilité, elle en a rien à péter. Vous, est-ce que vous pouvez nous dire, si c'est pas trop indiscret, quand vous êtes agriculteur, éleveur de cochons, vous êtes dans le bio, vous êtes aussi vigneron, est-ce que vous arrivez à dégager un salaire raisonnable? Ah non.
Non, c'est pas suffisant au vu du nombre d'heures que l'on fait. Combien d'heures vous faites par semaine, Christophe? À quelle heure vous vous levez, par exemple, le matin, vous? Oh, c'est 5 heures en ce moment. Ouais. Jusqu'à quelle heure ensuite? Et c'est 22 heures. 5h22. Voilà, le jour où Sandrine Rousseau bossera ça. 5h22, tu m'as Et voilà, et vous gagnez combien par mois, Christophe? Parce que si Sandrine Rousseau nous écoute, ce qui risque d'être le cas avec les gentillesses développées sur ce plateau, est-ce que vous pouvez lui dire combien vous gagnez par mois? On est à moins de 1000 euros. Non, mais moins de 1000 euros. 1000. Oui. En travaillant de 5h à 22h tous les jours, Christophe, on est d'accord, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de jour férié pour vous? Ah ben non, ma famille part en vacances la semaine prochaine et moi je reste là. Merci beaucoup, Christophe, de nous avoir appelé au micro à l'antenne de Sud Radio 0826 300 300 et d'avoir fait part de votre franchise. Et une fois de plus, comme avec Frédéric et les autres tout à l'heure, merci de faire ce que vous faites, Christophe. Vous êtes indispensable au navire France, il a comme raison. on dit. Lucas. Sur un point, il a raison. Lucas Moulin. Moi, je pense que Sandrine Rousseau est une petite bobo gauchiste complètement déconnectée. Elle est absolument insupportable, inaudible, irrespectueuse. Donc, ses propos sont scandaleux. Toutefois, je pense que moi je suis contre la loi du plomb. Je pense qu'il faut allier innovation, rentabilité et écologie, notamment à travers via les biopesticides. Il y a des startups françaises qui font un travail génial comme Agroxine ou Biopest sur la question des biopesticides. Donc je pense qu'il faudrait quand même pas régresser sur cette question. Et d'ailleurs, on pourrait être innover, avoir des entreprises qui innovent et donc avoir des parts de marché importantes sur l'innovation écologique. Et je pense qu'il faut pousser vers ça. Le mot de la fin, parce qu'on va tous être d'accord sur les propos de raison, elle fait plus de mal à l'écologie que à l'agriculture. Donc l'écologie, c'est quand même quelque chose qui devrait être partagé par la totalité du champ politique, et quelqu'un comme Sandrine Rousseau caricature ce que c'est. Donc elle fait vraiment du mal à ce niveau-là. Pour conclure cette émission, messieurs, je vous propose à chacun de réaliser votre coup de gueule, votre coup de cœur. On a à peu près 5 minutes. On va faire ce que fait Sud Radio parfaitement, c'est-à-dire l'efficacité. Je commence par vous, Mathieu. Coup de gueule, le Tour de France, c'est quoi? Trop rapide et trop technique, vous dites? Trop technique. Le Tour de France passe aujourd'hui à Toulouse pour un contre-la-montre. On sait qu'on a pas mal d'auditeurs qui sont à Toulouse, donc on en profite pour les saluer. Ils vont pouvoir profiter de cette superbe fête populaire, parce que le Tour de France, c'est surtout ça. Des familles, des enfants, des personnes de tous les âges qui, contrairement à ce que pense Sophia Chikirou, puisqu'elle s'était moquée de Fabien Roussel sur une route du Tour de France, est une très belle fête populaire qui unit les gens. Mais malheureusement, force est de constater que les fans du Tour de France, dont je fais partie, nous sommes en fait en réalité de plus en plus fans, parce qu'on aime voir les paysages, on aime voir le Tour qui passe dans nos terroirs, et de moins en moins pour la compétition sportive, parce que la compétition sportive, c'est de moins en moins spontané. Il y a les oreillettes, il y a les vélos, il y a la technologie, il y a un article du Parisien qui en parle très bien ce matin, où avec des pelotons qui sont lancés à plus de 50 km/h, un jour il y aura un drame parce qu'il y aura un accident. La course à l'efficacité, à la rentabilité et donc à l'argent roi est en train de tuer le suspense et le panache. Et amis auditeurs de Toulouse, vous pouvez nous écouter sur la fréquence 101.8. Lucas, coup de gueule aussi décidément, c'est une candidate de Secret Story, alors ça on l'avait pas vu venir, qui a été internée en maison de repos après l'émission et suite à une vague de harcèlement. Exactement, oui, je voudrais parler du cyberharcèlement. Je trouve qu'on parle pas, en tout cas, il n'y a pas suffisamment de mesures drastiques qui sont prises par le gouvernement sur cette question. Bon, suite à des polémiques de misogynoir, racisme et d'harcèlement, elle est sortie de l'émission, elle s'est pris une vague de haine, des dizaines de milliers de messages de morts, d'insultes, etc. C'est la première candidate de télé-réalité dans l'histoire de la télé-réalité en France à être internée, hospitalisée à cause des menaces de mort, etc. Je tiens à rappeler quelques chiffres. Il y a 1 jeune sur 5 qui est victime de harcèlement aujourd'hui, une hausse de 30% chaque année chez les mineurs dans le cyberharcèlement. 70% des messages haineux sur Twitter sont via des comptes anonymes, et il y a un taux de suicide nettement plus élevé sur le cyberharcèlement. Je pense qu'aujourd'hui, la haine numérique, faut faire quelque chose. On devrait notamment, par exemple, lever partiellement l'anonymat sur les réseaux sociaux. Donc, quand on crée un compte, mettre sa carte d'identité pour qu'on puisse retrouver les personnes qui menacent de mort ou autres, créer des cellules rapides de signalement sur par exemple, des menaces de mort ou sur des propos qui sont graves, plus de responsabilité des plateformes, notamment des amendes quand les questions de haine sont pas respectées, ou encore renforcer l'éducation sur la question du harcèlement numérique à l'école. Voilà, sensibiliser les jeunes sur cette question, je pense que c'est très important, et ça fait de plus en plus de victimes chaque année. Et une pensée pour cette candidate qui s'appelle Marianne, qui a donc été cyberharcelée et même si j'approuve pas ses propos dans l'émission, mais je pense qu'il y a des limites. Ça ne mérite certainement pas l'internement, et encore moins le cyberharcèlement dont elle a été victime. Merci beaucoup, Lucas Moulin, pour ce coup de gueule. Mais dirais-je, votre coup de cœur, enfin un peu de positif dans cette émission, Dina Project sur la reconnaissance du viol comme arme de guerre lors du 7 octobre. Oui, alors c'est une initiative d'une ONG, donc c'est 3 femmes, 3 expertes juridiques qui ont condensé les témoignages de 17 femmes
lors du 7 octobre. Donc c'est assez horrible. Donc ça parle notamment de mutilation génitale, du viol reconnu comme une arme de guerre, comme un acte systémique. Et donc je voulais absolument le mettre en avant parce que je sais qu'il y a un petit discours politique qui ne veut pas reconnaître cet effet-là. Donc on parle de 17 témoignages qui ont été condensés. Ça sera probablement présenté à l'ONU. Donc il faut absolument en parler. Très peu de personnes on a encore fait la publicité. Donc c'est vraiment reconnaître le viol comme un acte de guerre et comme un acte comme une arme de guerre sur ces femmes-là, reconnues. Donc il y a notamment certaines personnes qui sont mortes qui n'ont pas pu témoigner, mais il y a des experts médico-légaux qui ont travaillé dessus, et certaines femmes ont voulu témoigner, même si c'est des fois visage découvert. Donc il faut absolument parler de ce projet, et reconnaître le Hamas comme une organisation terroriste qui a perpétré des viols comme une arme de guerre. Et pensez pour ces jeunes femmes qui vont témoigner à visage découvert. Quel courage et initiative, évidemment, à saluer. Et puis le mot de la fin, c'est vous, Jonas Haddad. Coup de gueule sur la radicalisation de la CGT. C'est là où j'apprends qu'avant, la CGT n'était pas radicale. Non, mais vous allez voir, j'ai un coup de gueule contre la CGT dirigée par Sophie Binet, qui s'est progressivement transformée en branche syndicale de la LFI. Je rappelle que depuis que Madame Binet a été désignée pour diriger la CGT, elle a appelé à la grève pendant les JO. Elle refuse de répondre à CNews. Elle a appelé à la désobéissance civile à la suite de la loi contre l'immigration. Et donc cette dame qui n'a pas une grande légitimité pour représenter les travailleurs, puisque je le rappelle, elle a travaillé de 2008 à 2013 comme CPE pendant simplement quelques années, et maintenant elle considère qu'elle peut représenter l'ensemble des travailleurs, est en train de radicaliser la CGT. Elle l'a encore fait récemment en laissant passer un truc absolument scandaleux, c'est que la CGT Spectacle a décidé de demander que le chanteur Amir, au prétexte qu'il soit franco-israélien, soit déprogrammé, mais pas qu'en Belgique, aussi en France, soit déprogrammé de festivals en France. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un scandale. Bien évidemment, j'adresse un message de soutien à ce chanteur qui, objectivement, est un promoteur de la paix, qui essaye toujours de rassembler les cultures. Et là, la CGT, en raison de ses origines, lui lance un anathème qui n'est absolument pas dénoncé par Sophie Binet. Et donc je dis que la CGT est devenue la branche syndicale de LFI. Merci beaucoup, mais quelle efficacité. C'était merveilleux. Vous m'avez bluffé, messieurs, autour de la table. Mathieu Bastialone, communicant, président de M2B Conseil. Lucas Moulard, influenceur politique. Merci d'avoir été là ce matin. Jonas Haddad, avocat, vice-président de la région Normandie, porte-parole adjoint des Républicains. Merci beaucoup. Et Mehdi Reich, analyste politique. Merci à tous d'avoir été autour de cette table pour débattre de l'actualité. Dans un instant, évidemment, le flash, la météo. Joseph Ruiz dans ce studio pour le tour du tour, le bilan du Tour de France. Et puis on reviendra également sur ce qui se passe dans l'Oise. Des victimes d'abus sexuels de la part de gens de l'Église refusent de se taire. Et à partir de 12h30, une vraie question. Est-ce que le monde va vraiment si mal? On n'a qu'à écouter nos débats. On peut le penser. Et pourtant, le pessimisme, mesdames, messieurs, le pessimisme est malheureusement quelque chose qui ruine notre démocratie. Ce sera la thèse défendue par Eddy Fougier, qui a écrit un formidable petit livre sur le sujet. Vous êtes bien sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.